Et voici la deuxième table ronde qui commence. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Amandine Hiroux, je suis journaliste à l'Express où je m'occupe des questions d'éducation depuis quelques années. Et je suis ravie d'animer cette deuxième table ronde consacrée à ce qui se passe dans les classes. Donc, je vous présente nos différents intervenants. Catherine Maréchal, Stéphane Aurousseau, René Badache et Jean-Pierre Martin. Donc les titres et les fonctions de chacun s'affichent sur l'écran que vous pouvez voir là. Donc nos échanges dureront 1 heure environ et ensuite nos intervenants répondront aux différentes questions de la salle. Voilà, donc, bienvenue à tous. Alors ma première question porte sur l'adhésion des élèves. Comment capter l'attention des élèves sur ces thématiques? Comment les faire adhérer aux valeurs républicaines comme celle de la laïcité, sachant que beaucoup ont une vision dévoyée et liberticide de la laïcité? Alors, je vais me tourner d'abord vers René Badache, qui a l'habitude d'intervenir dans les classes. Vous allez nous expliquer comment? Oui, bonjour. Donc, concernant le titre, je suis présenté comme psychosociologue et sociologue clinicien, ce que je suis. Mais je crois pouvoir insister sur le fait que j'ai enseigné pendant 40 ans, d'abord dans des lycées, puis à l'université, mais aussi je suis homme de théâtre, artiste et comédien intervenant. Je dirige une compagnie de théâtre qui s'appelle Arc-en-Ciel Théâtre Île-de-France et surtout, depuis 40 ans, militant de l'éducation populaire. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus par rapport à la question de faire adhérer ou de convaincre. L'éducation populaire étant, comme vous le savez, une possibilité des dispositifs tenant compte du savoir des uns et des autres et surtout dans les conflits, tenant compte du fait que quand il y a conflit, il y a confrontation des points de vue. Hein, ce n'est pas l'un qui a raison par rapport à l'autre et que c'est dans cette confrontation des points de vue qu'on arrive à faire qu'on puisse aller vers le haut sur la compréhension réciproque les uns et les autres. Donc, tout ça pour dire que, voilà, c'est tout chaud. J'étais ce matin avec une classe de 3e d'un lycée, d'un collège parisien qui s'appelle le collège Rouault, qui est un collège en REP+. Ça fait 20 heures qu'on a travaillé avec eux pendant 20 heures sur le fait de tenter de reconstituer les débats de la loi de 1905 et dans cette classe, les élèves prenant des rôles des différents députés de la loi de 1905 et je pense que vous les connaissez d'un côté plutôt gauche, Maurice Allard, extrême gauche, Jean Jaurès, Aristide Briand, et de l'autre côté le comte de Baudry-Dasson, et de l'autre côté l'abbé Guéraud. Tous ces élèves ont appris, ont pris les rôles et ont joué là ce matin même. La classe de 3e 1 a joué devant la classe de 3e 2, 3e 3 et 3e 4 ces débats de la loi de 1905. Alors c'est important pour moi et pour nous dans cette démarche d'éducation populaire, le fait de dire, moi je n'ai pas à les convaincre, mais dès le moment où on travaille avec eux pendant des heures, des dizaines d'heures sur les rôles et sur ces rôles de députés de la loi de 1905, dès le moment où on revient à la naissance et pourquoi est-ce que cette loi a été débattue et votée et débattue de façon avec des confrontations extrêmement dures, hein, puisque finalement dans le texte il y a l'appel à la guerre civile des uns et des autres et lorsque les élèves prennent j'aime pas trop le terme, mais quand même, rentre dans les personnages et arrive à comprendre et à poser des questions. Pourquoi est-ce que je suis ce personnage? Qu'est-ce que je défends, etc. J'ai juste un exemple comme ça d'une élève qui m'a dit, qui jouait le rôle de Maurice Allard. Je ne sais pas si vous savez, Maurice Allard, c'est celui dans l'Assemblée en 1905, qui est le révolutionnaire, qui est le marxiste, qui veut anéantir toutes les religions. D'ailleurs, Aristide Briand lui dit à un moment donné, c'est pas la séparation des églises et de l'État que vous voulez, c'est la suppression des églises par l'État. Donc, vous voyez, très, très comme ça. Et chaque élève, on essaye de voir, leur poser des questions, ton personnage, comment tu l'as compris. Et il y a une élève qui dit, moi je joue Maurice Allard, ça me pose un problème parce que c'est un raciste.
Alors moi, avec l'expérience que j'ai, le texte, je ne vois pas très bien. Où est-ce que tu as vu que Maurice Allard, d'extrême gauche, révolutionnaire, marxiste, où est-ce que tu as vu qu'il était raciste? Mais parce que dans le texte, il dit qu'il faut empêcher les personnes d'avoir des costumes religieux dans la rue. Et là, il y a confrontation entre ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité et ce qui se passait à l'époque, puisque Maurice Allard était contre les religions, à l'extrême gauche, contre toutes les religions. Et donc, ce genre de choses permet aux élèves de comprendre. Et ensuite, on l'a expliqué, tous les élèves ont expliqué les uns et les autres comment ça se passait. Donc, moi, je voudrais juste vous dire que cette expérience, on a mis en place à l'Aïle-et-Rose avec l'association Laïcité. Il y a des représentants ici même de l'association Laïcité. Laïcité, vous savez, l'Aïle-et-Rose, c'est un jeu de mots, hein, laïcité. Je compris. Et en 2018, et depuis, on a mis en place ce dispositif 9 fois dans des collèges, dans des lycées, et dernièrement, quelqu'un a parlé tout à l'heure des lycées professionnels, au lycée professionnel Vaucanson des Mureaux. Et je pourrais dire, Dieu sait que les Mureaux, c'est un endroit assez difficile. Donc, ça consiste à faire qu'on travaille avec des jeunes sur les textes des différents députés et on met en place l'Assemblée, l'hémicycle, où les idées se confrontent, comme elles se confrontaient à l'époque, et ensuite on joue cette pièce devant les autres élèves. Et cet après-midi, par exemple, au collège Rouault, c'est avec les parents. Ils vont jouer devant les parents. Et à chaque fois, ils jouent pendant une demi-heure. Et ensuite, il y a une demi-heure pour savoir comment on a compris ce qu'est la laïcité aujourd'hui, éclairée par l'histoire. Parce que moi, je pense effectivement que c'est extrêmement important de revenir à la naissance et au texte d'origine pour comprendre. Et là, il se passe des choses assez intéressantes. Et moi, je suis très positif par rapport à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, à chaque fois que je mets en place ce dispositif. Je voudrais juste vous faire passer 2 minutes de vidéo pour voir un petit peu des collégiens qui prennent les différents rôles et comment ça se passe. Et comment ils se l'approprient sans aucune contestation, et comment ensuite il y a des jeunes qui disent « Ah ben moi j'ai compris, c'est finalement, comme dit Aristide Briand, la justice et la liberté. » Et là, on est... Et donc, alors, oui, juste un mot quand même. Pour le lycée professionnel des Mureaux, on fait ça depuis 2 ans avec différents cycles, différentes classes. Et les élèves de terminale et de BTS vont présenter cette pièce le 3 juin à l'auditorium du château de Versailles. Il y a des quarts de parents qui vont venir des Mureaux. Et les Mureaux, c'est le quartier des musiciens, le quartier des vignes blanches. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même des endroits extrêmement marqués par la question de l'islam, voire de l'islamisme. S'il y a parmi vous des personnes qui ont envie d'assister à cette représentation, et je dis représentation, mais c'est surtout spectacle, débat, parce qu'à chaque fois, on revient vers les spectateurs en leur disant est-ce que, en entendant ces débats, qu'est-ce que vous avez compris? Et moi, j'ai rien à leur apprendre, j'ai rien à leur transmettre d'autre que ouvrir un espace culturel intermédiaire pour tenter de comprendre d'où vient cette question de laïcité. Je voudrais passer la vidéo. Fallait que la loi se montra respectueuse de toutes les croyances, et leur laissa la faculté de s'exprimer librement. Pour nous, messieurs, l'idéal des rapports entre l'Église et l'État ne doit pas être la séparation. Parce que notre génie a déjà eu cette audace d'affirmer la liberté, l'égalité et la fraternité entre les hommes et les femmes. C'est la guerre que vous nous déclarez, c'est la guerre que vous nous apportez. Et nous la faisons, les enfants, monsieur Labéguéron, nous sommes vos parents qui tentent à vous cette ère. Protestons contre ce langage. Vous voulez qu'on vous respecte? Le comte de Baudry-Dasson. Vous ne respectez même pas la liberté d'autrui. En fait, la liberté, monsieur Briand, vous n'êtes pas très pris. Nous voulons dire aux hommes, et surtout aux enfants, que personne ne détient la vérité. Maurice Allard. La République est donc un blasphème. Monsieur de Baudry-Dasson, pour être digne de la liberté, il faut savoir d'abord respecter la liberté d'autrui. En fait des libertés, monsieur Briand. Vous n'êtes pas si brillant. Et l'humanité ira plus haut encore que tout ce qu'elle a gagné,
laïcité des livres comme des purs trésors. C'est ainsi que je reste parler de la laïcité, sans équivoque et sans ambiguïté, sans équivoque et sans ambiguïté. La laïcité, la laïcité, la laïcité. Je pense qu'il n'y a pas de compromis possible avec les religions, qui ont toujours été complices des oppresseurs. Et surtout avec la religion du pape. Maurice Allard. N'importe quoi, monsieur. Je n'ai pas peur d'une guerre contre l'Église, car il faut la combattre. Jusqu'au bout. Pour qu'un jour, la gloire de la raison repasse un jour Dieu dans le cœur des hommes. J'estime qu'un catholique digne de ce nom, qu'un royaliste si dévoué ne peut voter ce texte. Je voterai donc contre. La loi de séparation de l'Église et de l'État est votée. Il fallait que la loi se montrât respectueuse envers toutes les croyances et leur laissât la faculté de s'exprimer librement. Aristide La Briand. loi de séparation de l'Église et de l'État est votée. Donc je vais me tourner maintenant vers Stéphane Aurousseau. Vous avez l'habitude aussi de vous rendre dans les classes depuis plusieurs années. Pas forcément au départ pour parler des questions de laïcité, vous allez nous expliquer, mais vous y êtes venu voilà, au fil des années. Vous allez nous dire pourquoi. Effectivement, depuis 2008, j'interviens essentiellement en classe en tant que bénévole sur la question de la prévention des discriminations. Et depuis 2015, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, sur la question de la promotion de la laïcité. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'en 2015, j'ai été amené à créer une nouvelle séquence d'animation, tout simplement parce qu'on a été pris en otage par l'action terroriste et que la réaction des collégiens et des lycéens était saisissante, avec des expressions d'un racisme complètement décomplexé, et de l'autre côté, des élèves qui justifiaient tout et n'importe quoi au nom de la religion et d'un respect inconditionnel qu'on devrait à la religion. Et je fais ça essentiellement donc, depuis 2008, avec donc, une casquette de bénévoles appartenant à différentes associations complémentaires de l'enseignement public. Depuis 2015, j'ai à peu près rencontré 15 000 élèves. 15 000 élèves dans absolument tout type d'établissement, sauf le privé. Tout type d'établissement public. Ce n'est pas moi qui m'interdis d'intervenir dans le privé. Est-ce que la question de l'évolution des publics vous intéresse sur la question des discriminations, très brièvement, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on assiste depuis plusieurs années à une confessionnalisation et à une politisation de la haine. Ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on avait affaire à des enfants ignorants, des adolescents ignorants, et le simple fait d'apporter des éléments de connaissance permettait de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, on a affaire à des adolescents qui nous disent « Non, mais c'est pas la peine de parler, monsieur, on sait déjà le discours que vous allez tenir, et on est contre parce qu'on ne peut pas se permettre d'être pour, parce que si on serait d'accord avec vous, si on est, eh bien, on se retrouve dans un conflit de loyauté, et ça nous pose problème au nom de ma religion ou de mes options politiques. » Donc, en fonction du territoire où vous intervenez, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ça, c'est sur la question des discriminations et sur... donc j'ai un recul depuis 2008. Sur la question de la laïcité, mon recul est moindre puisque c'est depuis 2015. Mais déjà en 2015, on assistait à ce que j'appelle la posture pro-croyance, qui n'a cessé de gagner du terrain et de se développer. La posture pro-croyance, c'est, pour le dire dans le langage des jeunes, la religion c'est cool, critiquer la religion c'est pas bien. Pour le dire de manière plus sophistiquée, quand on a 13, 14, 15, 16, 17 ans, aujourd'hui en France, dans la sociabilité juvénile, il est valorisant de revendiquer une identité religieuse clivante. C'est valorisant. C'est d'ailleurs valorisant de s'identifier à une identité clivante, quelle qu'elle soit, pas seulement religieuse. Et donc on assiste à un emballement identitaire religieux, mais qui dépasse largement la question de l'affirmation de l'islam. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été dit dans la table ronde précédente, je constate de plus en plus souvent aujourd'hui en classe des élèves qui vont s'opposer ou qui vont affirmer une opinion au nom de leur appartenance au christianisme ou à une branche du christianisme, ce qui était inconcevable il y a 10 ans. Inconcevable. Et pour quitter le champ purement scolaire, je côtoie les jeunes à travers mon métier. Je ne suis pas enseignant. Quand je vais dans les établissements scolaires, je le fais en tant que bénévole, mais je suis pas éducateur, je suis animateur, responsable d'une structure d'animation, et il m'arrive tous les 2-3 mois de devoir recruter des jeunes pour encadrer des centres aérés.
Lors de la dernière équipe d'animation, je me suis retrouvé avec 8 animateurs. Sur 8 animateurs, j'en avais 4 qui arboraient une grosse croix. Et ça, c'était inconcevable il y a ne serait-ce que 5 ans. Donc on a bien un effet d'emballement identitaire tout azimut sur les questions religieuses, mais pas seulement. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on assiste à cet emballement identitaire, à l'identitarisation de la société française, pas seulement de la société française, mais entre autres de la société française et plus particulièrement de jeunes générations. Rapidement, on vit dans un monde anxiogène, et dans un monde anxiogène, la religion pour les nuls, ça rassure. Nous sommes dans une société qui fait preuve d'une vacuité spirituelle, engendrée entre autres, mais pas seulement par le consumérisme. Consumérisme qui est analysé à travers le prisme d'un argument religieux classique. Le consumérisme, c'est le matérialisme. Ce qui est totalement faux, en fait. D'un point de vue, il y avait des philosophes tout à l'heure. Le matérialisme, d'un point de vue philosophique, n'a rien à voir avec le consumérisme. Mais ça, c'est un argument typiquement religieux. Les sociétés sécularisées sont des sociétés sans spiritualité, ce qui est totalement faux. Vous retrouvez ça, évidemment, ce n'est pas exprimé comme ça, mais dans la bouche des adolescents qui sont en quête de sens. Il faut quand même avouer qu'on n'a pas été très bon et qu'on n'est pas très bon pour leur donner du sens, en dehors de la question des religions pour les nuls. Il y a évidemment la question des réseaux sociaux qui ne fait que privilégier, c'est la logique algorithmique, elle ne fait que privilégier les identités sociales clivantes. Si vous êtes nuancé, si vous avez de multiples appartenances, vous n'avez aucun impact sur les réseaux sociaux. Il y a la question du modèle culturel anglo-saxon qui promeut en permanence, notamment dans la culture de streaming, des plateformes, des séries, le modèle d'une société multicommunautaire apaisée qui n'existe nulle part, notamment pas aux États-Unis. Mais cette culture des séries promeut en permanence ce modèle-là comme s'il fonctionnait. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, pour essayer de comprendre cet emballement identitaire, c'est que les dynamiques identitaires se stimulent réciproquement. Et donc, dans certaines situations qui sont très explicites en classe, vous allez avoir de plus en plus des élèves qui se considèrent comme des porte-étendards communautaires, pas seulement religieux, tout type de communauté, parfois même des communautés qu'on pourrait avoir tendance à minimiser, parce que sur des phénomènes purement culturels qui semblent totalement anodines, mais à travers ces identités-là, ce sont des discours extrêmement caricaturaux, clivants, qui provoquent le conflit entre les élèves, qui se manifestent. Donc, logique de stimulation réciproque, qui concerne tout le monde dans la société, mais qui impacte particulièrement les jeunes qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour des éléments de constat. Mais vous voyez bien que dans ces éléments de constat, j'essaye de promouvoir cette approche. Sur plein de sujets, la société française est interpellée, bousculée par l'identitarisation des relations sociales. Et pour beaucoup de ces situations problématiques, ça dépasse largement la question de la laïcité. En tout cas, de la laïcité d'un point de vue strictement juridique. Après, on peut toujours dire qu'il y a une certaine conception philosophique de la laïcité qui nous permet de retomber sur nos pattes. Mais d'un point de vue strictement juridique, souvent la réponse juridique laïque, elle est indispensable, mais les questions qui nous sont posées par la société dépassent largement ce sujet-là. Très bien. Pardon, non, je vous laisse terminer. Comment est-ce que je procède ? Ouais. Bon, alors, lorsque j'interviens sur des séquences pédagogiques qui durent 2 heures pour un groupe classe. Ça m'est déjà arrivé d'intervenir en dehors d'un établissement scolaire, sauf que c'est très rare, parce qu'aujourd'hui, ça c'est le professionnel de l'animation qui vous le dit, dans une structure d'animation, demander à un groupe de jeunes ou demander à leurs animateurs de les mobiliser 2 heures sur quelque chose qui n'est pas de la consommation du ludique, c'est quasiment impossible. Mais pas parce que je pense qu'on manque d'ambition pédagogique, tout simplement. Donc on va dire que l'avantage de l'école, c'est que le public est captif. Bon. Donc 2 heures de cours, un groupe classe. Des techniques d'animation qui sont classiques, pas forcément pour l'école, quoique, mais en tout cas qui sont classiques dans mon monde professionnel. Recours à des petits sondages, des votations, photolangage, memory, etc. Bon. Je n'ai pas suffisamment de temps pour entrer dans les détails. Ça serait très intéressant, mais par expérience, généralement,
Ça n'intéresse pas grand monde de rentrer dans la tambouille, hein, et de mettre la tambouille pédagogique. Bon, alors je vais me contenter de lister les objectifs pédagogiques que je recherche. Le premier, c'est qu'il faut incarner le sujet de la laïcité, avec une actualité tiède. Pas la dernière polémique, parce que sinon ça fait exploser la classe, pas avec quelque chose qui a 20 ans, parce que sinon il faut au moins une demi-heure pour leur expliquer le contexte. Ensuite, il faut dans un premier temps autoriser l'expression des émotions, y compris de l'expression du rejet de la laïcité. Mais évidemment, il faut que ça se fasse de manière canalisée. C'est tout à fait possible, hein. Il y a des techniques d'animation archi-classiques qui permettent de dire aux élèves « j'entends ce que vous dites et en même temps, on ne va pas le dire n'importe comment ». Ensuite, vous allez me dire « j'enfonce des portes ouvertes », je vous assure que ce n'est absolument pas le cas. Réintroduire la démonstration laïque dans le contexte historique qu'il a vu naître, et notamment par rapport aux conflits politico-religieux qui ont marqué l'histoire de notre pays, de l'Europe et du monde. Eh bien ça n'est absolument plus à la mode, y compris dans les établissements scolaires. Un jour, j'ai été interpellé par une documentaliste qui me faisait intervenir et qui me dit « Je vous demande d'intervenir sur la laïcité, ça fait une demi-heure que vous parlez de conflits politico-religieux. Je vous confirme, madame, qu'on est en plein dans le sujet. » Mais en fait, ça ne lui convenait pas parce qu'elle était sans doute, ici il n'y avait pas de conviction très marquée, c'était sans doute une méconnaissance du sujet. Cette enseignante estimait que la laïcité, c'était uniquement quelque chose qui devait produire du vivre ensemble, donc il fallait absolument éviter tout ce qui était conflictuel. Eh ben non, c'est pas comme ça qu'on fait de la pédagogie. Il faut aborder les dimensions conflictuelles et les assumer d'une manière intelligente. Ensuite, très important, sur la question des identités religieuses, il faut absolument essayer de travailler, de remettre en cause cette perception dominante de l'antitativité des identités religieuses. Les élèves, quel que soit leur âge, globalement, ils ont une vision extrêmement caricaturale des identités religieuses. Et donc, il faut leur apprendre à remettre de la nuance là-dedans. Très régulièrement, je suis confronté à des élèves qui me disent « La religion dit que… » Mais de quelle religion tu parles? Comme si toutes les religions disaient la même chose. Ah, telle religion dit que… Ah bon, parce que dans cette religion, ils pensent tous la même chose? Eh bien, évidemment, monsieur. Ben, évidemment que non. Évidemment que non. D'ailleurs, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, non seulement ils sont en désaccord, mais parfois ils s'entretuent sur ces désaccords. Il faut croire que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous voyez, c'est remettre en cause la question de l'antitativité. Une autre chose, c'est qu'à partir du moment où on fait ça sur la question de la croyance, il faut évidemment de manière systématique, insistante, aborder la question de la non-croyance, qui est très rarement abordée. C'est pour moi une rupture majeure de la neutralité de l'enseignement aujourd'hui. Systématiquement, sous couvert de laïcité, on oublie les non-croyants qui représentent juste une majorité de la population française. Et ça donne des conséquences. C'est-à-dire que si vous oubliez ça, les élèves finissent par retenir que la laïcité, en fait, ça ressemble beaucoup à l'œcuménisme. Eh bien non. Je termine, rafraîchir la question des connaissances sur la loi, mais là je suis assez concordant avec ce qui se disait précédemment. Le b.a.-ba de la loi de 1905 et de 2004, les élèves la connaissent. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne la connaissent pas, c'est qu'ils sont en désaccord. Voilà sur mes techniques. Donc je me tourne vers Catherine Maréchal, qui est professeure d'histoire-géographie à Rennes, je précise, dans un lycée à forte mixité sociale. Vous êtes également formatrice laïcité, valeurs de la République. Donc vous êtes amenée à parler des questions de laïcité avec les enseignants, mais aussi avec les élèves. C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Vous allez nous expliquer comment. Voilà, vous parlez de laïcité. Petite précision, j'ai la chance de faire des formations avec François de Souza, qui est ici. Donc, pour parler de la laïcité, moi je parle bien sûr de ma place de professeur d'histoire-géographie, et puis aussi j'enseigne en éducation morale et civique. Et il y a un élément, je crois, qui est premier, c'est qu'on parle toujours d'un discours qui est lié au savoir démontré. C'est-à-dire, on dit toujours aux personnes qu'on rencontre, ne rentrez jamais dans un débat sur la validité ou non d'une croyance. Et généralement, c'est vrai que quand on part à partir d'un savoir démontré, quand on a un discours donc à partir de cette idée,
on arrive ensuite à décliner la laïcité, à expliquer surtout la laïcité à nos élèves. Alors la laïcité, je dirais qu'il y a plusieurs points pour entrer. Par la laïcité, surtout, il faut montrer aux élèves qu'en France, il y a une spécificité qui n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire que notre laïcité, elle se construit à travers notre histoire. Parce que souvent, nos élèves nous disent, on en reparlera tout à l'heure, mais chez les autres, ça ne se passe pas comme ça, chez les anglo-saxons, chez les Belges, chez les Espagnols, etc. C'est-à-dire qu'on fait comprendre aux élèves, par des cours, tout simplement, par des études de documents, qu'il y a un rôle très précis que le politique a joué progressivement tout au long de l'histoire pour se détacher du religieux, pour se détacher du pouvoir religieux, avec ce qu'on appelle notamment le gallicanisme. C'est quand le roi, très tôt, a dit au pape, écoutez, vous n'interviendrez plus dans les affaires de l'État. Ça ne veut pas dire que l'Église catholique n'était plus hyper présente dans les sociétés et qu'elle ne moralisait pas les sociétés, mais progressivement, il y a une émancipation du pouvoir politique vis-à-vis du pouvoir religieux. On prend des exemples inverses, quand, par exemple, en Espagne, au moment de la reconquête, ou certains disent de la conquête de la péninsule ibérique par les chrétiens, il a été revitalisé un tribunal qui est le tribunal de l'Inquisition, et ce tribunal, c'est un tribunal religieux et qui va aboutir notamment à l'expulsion des Juifs en 1492. Autre élément aussi qu'on peut mettre en évidence, c'est comment cette rupture progressive de la royauté par rapport au pouvoir catholique, il s'est ensuite vraiment exprimé au travers du siècle des Lumières, qui est une spécificité pour le cas français, et comment, à travers ensuite la Révolution, on est arrivé alors ça, on le fait tout au long de la seconde, on le fait tout au long de la première, et les élèves, donc comme ça, régulièrement, bien sûr, on ne le fait pas d'un seul coup, mais régulièrement entendent parler de cette séparation de l'Église et de l'État, et on arrive donc aux lois de 1881, où on dit à un moment donné, ben voilà, c'est terminé. Le cléricalisme, c'est-à-dire l'idée que l'État, l'Église peut intervenir pour gérer l'État, on disait bien le cléricalisme, voilà l'ennemi, est rejeté en dehors de la sphère de la République, et c'est là que la Troisième République s'affirme. Et ce qui est intéressant, et Patrick Weil le rappelle bien, c'est qu'en fait, c'est à ce moment-là que se met en place la totale liberté d'expression et que fleurissent les caricatures en France. Et donc, effectivement, qui existaient avant, mais qu'elles fleurissent dans tous les journaux. Et ensuite, on aboutit à la loi de 1905 que vous évoquiez effectivement tout à l'heure, que vous mettez en scène, et dans laquelle on rappelle bien que cette loi de séparation des églises et de l'État, et de toutes les églises, en fait, c'est un camouflet pour une église qui est l'Église catholique, parce que les autres l'acceptent très bien. Et effectivement, on met bien aussi en évidence que donc cette laïcité qui se met en place, elle reconnaît la totale liberté de pratiquer un culte, mais aussi la totale liberté d'abandonner un culte, de changer de religion ou de ne pas avoir du tout de religion. Et c'est généralement là ce discours, quand on apporte ce discours-là, qu'on a des réactions d'élèves. J'en parlerai après tout à l'heure. Et donc là, c'est la relation entre le politique et le religieux qui s'installe tout au long de notre histoire. Bien sûr, un autre élément qu'on peut faire aussi, pour toujours partir d'un savoir démontré, c'est expliquer aux élèves quelles sont toutes les pressions dont notre école est l'objet. On a parlé des réseaux sociaux, j'y reviens pas. On parle bien sûr aussi de l'actualité. Le 7 octobre 2023 a une répercussion directe dans nos classes. Bien entendu aussi quand ils font commémorer l'assassinat de Samuel Paty et que ça donne lieu à des débats, y compris avec les élèves. Tout à fait innocemment, moi certains m'ont dit « Mais madame, pourquoi est-ce que tous les ans on va rendre un hommage à Samuel Paty ?» Donc on l'a expliqué. Et à la fin, certains ont dit nous, on aimerait bien, dans ces cas-là, faire un petit texte pour dire, effectivement, ils m'ont dit notre soutien aux profs. Voilà. Et puis, c'est aussi dans le contexte international que ça se passe. Bien entendu, là, tout à l'heure, je parlais du 7 octobre, mais on voit aussi que, de temps en temps, le Moyen-Orient s'invite dans nos classes et qu'on nous demande des précisions. Et puis, puisque je parlais d'éducation morale et civique, on travaille bien sûr sur le lien entre l'état de droit et l'école. Et on explique ce que c'est que la hiérarchie des normes. Même avec des élèves de seconde, on arrive à leur faire comprendre le poids de l'état de droit. Et puis souvent, on prend des cas concrets
pour montrer quelle est la spécificité de la laïcité en France par rapport à d'autres pays qui sont laïques. Et j'aime bien, moi, travailler sur la question du droit et de l'héritage, puisque certains pays dits laïques qui reconnaissent, c'est le cas du Royaume-Uni par exemple, qui reconnaissent un droit musulman qui peut créer une inégalité de fait au moment d'un héritage entre une fratrie, le fils étant privilégié par rapport à sa sœur ou à ses sœurs. La France ne permet pas cela puisqu'elle reconnaît une totale égalité des enfants face à l'héritage de leurs parents, qu'ils soient garçons ou filles. Enfin, dernier point, ce que je dirais, c'est que bien entendu, on travaille aussi, puisque les élèves nous interpellent là-dessus, surtout quand on travaille dans des sections internationales ou binationales, on travaille sur les références aux autres pays. Donc je ne viens pas sur la Belgique qui va être représentée ensuite, mais on peut parler notamment du cas anglo-saxon et montrer clairement comment on a, même si on emploie le mot laïcité, on a deux laïcités différentes. C'est-à-dire que d'un côté, en France, on a une laïcité qui va être totalement neutre, qui ne va pas reconnaître, qui ne va pas mettre en valeur une religion plutôt qu'une autre, alors qu'aux États-Unis, on a un État qui est areligieux, alors qu'aux États-Unis, ça va être une laïcité de reconnaissance. Et souvent, ce qu'on dit aux élèves, c'est qu'en France, l'État protège l'individu des religions, alors qu'aux États-Unis, les États-Unis, dans leur forme politique, se sont construits à partir de religions qui se sont protégées de l'État. Alors bien sûr, je ne vais pas faire un cours, mais quand on a travaillé là-dessus, les élèves, ça lance bien sûr un débat, mais les élèves comprennent cette spécificité de notre laïcité. Voilà, après, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais c'est des champs, effectivement, d'investigation qu'on peut travailler avec nos élèves. Je me tourne vers Jean-Pierre Martin. Donc vous êtes journaliste, auteur du livre « Allah n'a rien à faire dans ma classe », dans lequel vous parlez de la situation en Belgique. Est-ce qu'on peut dire que la Belgique est confrontée à cette même vision un peu dévoyée de la laïcité chez les élèves? Est-ce que vous retrouvez un petit peu ce qu'on vient de décrire en Belgique? Tout à fait, oui, tout à fait. Et je crois que la situation est bien plus sombre en Belgique parce que nous n'avons pas un arsenal législatif comme celui dont la France et ses écoles se sont dotées. Nous sommes assez démunis. Alors, je ne m'attendais pas tout à l'heure à ce que l'on parle de l'Alsace-Moselle, mais c'est là où nous en sommes en Belgique. Nous sommes toujours en 1801. À l'époque du Concordat de Napoléon, puisque les territoires belges qui n'existaient pas étaient français à l'époque, et la situation perdure, puisque la Constitution belge a repris l'esprit du Concordat pour ne retenir que la notion assez vague de neutralité, et donc pas du tout celle de la laïcité. Alors, pour répondre directement à votre question, la laïcité en Belgique est assez mal perçue par la classe politique, par pas mal de citoyens, et surtout par les jeunes. Aujourd'hui, nous en parlions tout à l'heure, quelqu'un en a parlé des jeunes face à la laïcité. Elle n'est pas bien comprise, et surtout aujourd'hui, je repousse, vous m'entendez? Donc je disais que la laïcité n'est pas, non seulement elle n'est pas coulée dans le bronze avec une loi comme celle de 1905, on n'a pas du tout l'équivalent de la loi de 2004 ou une circulaire comme celle de l'ancien ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. En Belgique, la situation est d'autant plus complexe que c'est un État qui s'est construit en forme de millefeuille, avec des responsabilités qui se diluent du fédéral, donc le plus haut niveau gouvernemental, en passant par des régions, des communautés de langue et des communes qui sont encore relativement importante, le pouvoir communal est important. La preuve, pas plus tard que lundi dernier, la commune de Molenbeek, célèbre, bien connue, a décidé d'autoriser officiellement... Ça commence, ou c'est ma voix?
donc je disais, preuve effectivement de ces dilutions du pouvoir et l'absence de loi extrêmement claire, la commune de Molenbeek a décidé en début de semaine, lundi, lors de son dernier conseil communal, d'autoriser le port du voile pour les enfants des écoles primaires, donc d'écoles dont la commune a la charge en Belgique, puisque grande partie de l'enseignement primaire est à charge des municipalités. Donc ça montre effectivement, d'une part, cette dilution du pouvoir, l'incapacité totale de décider clairement, parce que nous sommes dans des pays de coalition, avec des langues différentes, des régions différentes, des communautés différentes, et qu'il est quasiment impossible d'obtenir un consensus. Donc les professeurs se trouvent seuls, comme ici. C'est vrai qu'ils ne sont pas aidés par les syndicats, encore moins sans doute parce que les syndicats sont qualifiés de piliers institutionnels en Belgique. C'est une... Ah, ça marche. Bon, écoutez, c'est un petit clin d'œil belge, c'est le surréalisme à la Belgique, à la Belge, le petit clin d'œil. C'est un coup de théâtre, selon vous. Voilà. Donc, avec ces quelques mots, vous imaginez bien que ce n'est pas facile d'enseigner. Je parlais des syndicats, on avait touché un mot. En Belgique, ils ont une importance énorme. La plupart des salariés sont syndiqués, ce qui n'est pas le cas de la France. Et surtout, ces syndicats sont adossés à de vieux partis politiques, que ce soit le Parti socialiste ou le Parti social-chrétien. On parlait aussi tout à l'heure de la religion catholique, de ce conservatisme que l'on peut aussi, enfin, qui se manifeste à travers des paroles d'élèves, à travers leurs réactions. Cela n'existe pas en Belgique parce que voilà, l'Église catholique en Belgique est l'héritière de la doctrine sociale de l'Église. Elle est plutôt progressiste. Et si nous avons aujourd'hui des problèmes, outre le monde musulman, je vais en dire un mot dans un instant, c'est le fait d'une petite partie de la population, une petite partie de la communauté immigrée qui provient d'Afrique de l'Ouest et qui aujourd'hui est influencée par le protestantisme évangélique et qui effectivement conteste les matières comme des enfants de parents très religieux, musulmans, marqués par l'idéologie islamiste. Et donc, j'en viens à cette idéologie qui, dans une ville comme Bruxelles, est extrêmement prégnante à travers, nous n'en avons pas parlé sauf un mot, vous avez évoqué le CCIF, qui a été interdit en France, mais qui s'est replié sur la Belgique, qui est extrêmement puissant à travers tout le réseau des frères musulmans qui jouent un rôle de premier plan aujourd'hui à la Commission européenne et au sein du Parlement européen et dans la société belge. Aujourd'hui, très clairement, n'en déplaise à certains, l'école est la cible numéro 1 des frères musulmans. C'est vraiment une attaque réglée et le CCIE, donc ce comité contre l'islamophobie, est un véritable incubateur d'islamisme et perturbe réellement le fonctionnement d'écoles, en particulier en région bruxelloise. Donc ça, c'est la situation institutionnelle, le cadre général, dans lequel, comme vous, je pourrais énumérer, et nous l'avons fait dans le livre,
des tas d'exemples de contestation de matière, de refus d'apprendre l'histoire contemporaine, de refus de participer à des voyages scolaires qui, dans la plupart des écoles, ont été annulés, de refus pour les jeunes filles de participer tout simplement à une soirée théâtrale parce qu'elles ont peur, soit du regard d'un oncle, d'un grand frère ou d'un voisin qui pourrait les dénoncer si elles ne portent pas le voile. Et cette situation envenime profondément la vie des professeurs, d'une partie des professeurs, pas tous. Tous les professeurs que nous avons rencontrés ne partagent pas leur avis. Après la publication de notre livre, il y a eu un contre-feu lancé il y a 2 mois maintenant dans la presse, justement par des enseignants syndiqués qui estimaient que ce combat pour la laïcité contre cette perversion de la religion au sein des écoles était totalement marginal et que le véritable combat devait être mené par l'extrême droite parce que la laïcité aujourd'hui en Belgique, voire même ce concept très flou de neutralité, qui est le concept officiel en Belgique, sont considérés comme des valeurs d'extrême droite, ce qui est quand même un comble, puisque la laïcité est totalement, que ce soit ici en Belgique ou partout ailleurs, à rebours de toutes les valeurs d'extrême droite. Mais malheureusement, elle est perçue comme telle aujourd'hui par les milieux progressistes, qui empêchent que des lois claires soient votées, et c'est ce que grande partie des enseignants attend dans les prochains mois, mais je crains que ça n'aura pas lieu. Déjà, il y a eu une marche arrière sur les cours de religion, donc le cours de religion catholique ou hébraïque quand il reste un élève juif dans une école bruxelloise, qui est presque impossible. Normalement, il y avait un projet de supprimer dans les écoles officielles ces cours de religion, mais ils ont maintenu tout simplement parce que la majorité gouvernementale refuse, en tout cas est incapable de prendre cette décision sur la pression des groupes de pression chrétiens, essentiellement l'héritier du parti chrétien, de son syndicat et de sa mutuelle. Donc c'est très compliqué de faire évoluer les choses. La nouvelle ministre de l'Enseignement a quand même commencé à prendre des mesures qui s'inspirent largement de ce qui s'est fait en France depuis la mort de Samuel Paty, Dominique Bernard. Donc maintenant, on a la possibilité pour les professeurs de signaler toutes les expressions de violence, de radicalisation, d'autocensure, de contestation de matière. Il n'y a toujours pas de médiateur au sein de l'éducation nationale, mais des équipes volantes sont mises en place avec l'inspection pour venir en aide aux professeurs. Donc nous sommes encore loin des acquis qui sont ceux de la France. Il y a un énorme travail et quoi que vous en pensiez, la France nous sert réellement de modèle. Merci beaucoup. Vous parliez des contestations en classe, des réactions des élèves, hein, vous l'avez évoqué rapidement. C'est le cas en France aussi. C'est pour ça que je me tourne de nouveau vers Catherine Maréchal. Est-ce que vous-même, avez-vous été confronté directement à des contestations en classe, vous ou vos collègues ? Oui, alors, je vais répondre bien sûr à la question. Je vais juste donner quelques chiffres parce qu'on a des chiffres quand même qui sont remontés par les saisines qui sont faites. Et ce qu'on voit bien, c'est que dans l'école, le problème, c'est qu'il y a une grande variabilité des contestations en nombre et dans le temps. Si on prend le cas, par exemple, en novembre, il y a 460 saisines qui sont faites. Et puis, en septembre 2023, il y en a 1034. Et en octobre 2023, il y en a 1812, quasiment 2000. Alors, bien entendu, ce qui se passe pour l'école, c'est qu'elle est... j'imagine l'école, moi, vous savez,
un petit peu protégés, surtout que maintenant on est tous derrière des barrières, hélas, hein. Et il y a des gros coups de boutoir de temps en temps qui sont donnés. Alors pourquoi il y a des gros coups de boutoir? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est en lien effectivement avec ce qui se passe à l'extérieur, et c'est en lien aussi avec, par exemple, des pressions qui sont faites. On a parlé des frères musulmans tout à l'heure. Eh bien, quand on a vu arriver dans le lycée là, des jeunes filles très élégantes d'ailleurs, avec des abayas noires, pas trop de noir, parce qu'elles avaient déjà compris que ça passerait pas, mais de couleur, et qu'on les a toutes entendues dire, parce que je leur demandais, mais votre vêtement, là, vous lui donnez quelle signification? C'est pas un vêtement religieux, c'est un kimono. Alors moi, je leur avais répondu, écoutez, j'ai fait un petit séjour au Japon, je peux vous dire que le kimono, ça n'a rien à voir avec ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce terme de kimono, on l'entendait en même temps en septembre 2023 à Rennes, à Nantes, à Lille, à Montpellier, à Marseille. Donc très clairement derrière, il y avait des réseaux sociaux qui étaient à l'œuvre. Autre élément aussi, c'est que généralement, là je parle des abayas, c'est plutôt les collèges où il y a des revendications. D'ailleurs, on intervient plutôt souvent dans des collèges pour les formations que dans des lycées. Mais en l'occurrence, en 2023, c'était d'abord dans les lycées où il y avait eu effectivement des faits. Les faits, c'est d'abord les élèves. Ensuite, les élèves, c'est 80%. Très loin derrière, c'est les parents. Et puis, quelquefois, le fait de personnel. Je ne parle pas ici des syndicalistes, je vais y revenir. Et puis, autre élément, alors c'est quoi? Globalement, on pense tout de suite au port du voile. C'est vrai qu'en 2023, c'était le vêtement qui nous a posé problème. Et globalement, dans le lycée où je suis, moi, c'est d'abord le vêtement qui pose problème. Mais il y a aussi les contestations d'enseignement et les refus d'enseignement. Et puis, par ailleurs, il y a le refus des valeurs de la République et du prosélytisme. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour catégoriser un petit peu ce qui se passe, c'est que, par exemple, souvent, on va attaquer tout ce qui est cours sur les croyances. Alors, je vais aller vite parce que ça a déjà été beaucoup dit tout à l'heure. Alors, cours sur les croyances, je parle avec un collègue, justement, de philosophie, et il me dit, ça devient, et quelqu'un qui est aussi très pointu sur la laïcité, hein, et qui me dit, ça devient de plus en plus compliqué, et voilà comment je fais quand il faut que j'aborde la question. Je passe par l'Antiquité, donc par le mythe, pour ensuite aborder les trois grandes religions du livre. Parce qu'il dit, sinon, dans certaines classes, je ne peux pas. C'est la tension permanente. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un élément important, et je voudrais y venir parce qu'on n'en a pas trop parlé, c'est tout le rapport de la pureté au corps. Et bien sûr, alors là, c'est les filles en premier lieu. Alors, la pureté au corps, comment ça s'est traduit dans notre lycée? Eh bien, cette année, on a vu arriver en début d'année une toute jeune fille, toute petite, très gentille d'ailleurs, tout en noir, avec un masque chirurgical noir. Alors au début, on s'est dit, bon, tout en noir, tout de suite avec la chef d'établissement, elle dit, vous avez repéré, moi, je n'ai pas l'élève dans ma classe. Je dis, oui, effectivement, et tout de suite, toute l'équipe pédagogique nous a alertés. C'est-à-dire que l'équipe pédagogique a dit, bon, il faudrait que tu enlèves ton masque, etc. Elle a rencontré le chef d'établissement. Ensuite, j'ai rencontré la jeune fille avec le chef d'établissement pour un entretien d'une demi-heure, très intéressant. Et là, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, mais madame, si j'enlève ce vêtement, tout le monde va me regarder. Et je vais être elle ne nous a pas dit salie par le regard des autres, mais c'est impur. Voilà, elle avait ce mot-là à la bouche, impur. Et donc, il a fallu, parce qu'il faut quand même finir par une note d'optimisme malgré tout, il a fallu jusqu'au mois de décembre pour travailler avec elle sur la question. Et en janvier, elle a accepté de venir sans masque, à ouvrir ses vêtements qui la couvraient, à changer de couleur. Et j'en parlais très récemment avec le professeur de mathématiques qui m'a dit, on a vu une jeune fille qui s'ouvre complètement aux autres, un petit peu comme une rose, vous savez, au printemps, qui s'ouvre aux autres et qui regarde l'école d'une autre façon. Au moins un point positif. Mais hélas, je dirais qu'il y a d'autres éléments avec lesquels on n'a toujours pas de réponse. C'est aussi, puisque je parlais de la pureté, bien sûr, c'est la piscine. Peut-être savez-vous qu'à Rennes, nous avons une spécificité, c'est que la municipalité de Rennes a autorisé le port du burkini à la piscine, pour des raisons culturelles, bien entendu. Mais quand un professeur de PS, cas dans mon établissement, va avec les élèves à la piscine et qu'il dit à la jeune fille qui porte un burkini, tu ne peux pas entrer dans l'eau en tant qu'élève avec un burkini, et que peut-être elle a sa grande sœur qui est étudiante et qui, elle, en porte un, il faut que le professeur de PS gère ça. Et là, honnêtement, pour l'instant, les jeunes filles, elles sont sur le bord de la piscine, parce qu'elles n'ont pas autorisation. Là, la mairie de Rennes ne nous a pas tout à fait aidés. De temps en temps, le politique nous met des bâtons dans les roues. Autre élément, oui, c'était ironique en fait. Autre élément, le rapport à la sexualité.
Alors, bien entendu, dans les cours de SVT, une collègue vient me voir, parce que comment on le sait, en fait, c'est pas dit en plénière. C'est une plénière, c'est une réunion, on est tous là. On le dira pas là, mais c'est entre deux portes. On nous raconte que. Et une collègue me dit, tu sais, moi, quand j'aborde la question de la sexualité, j'ai des jeunes filles très clairement qui baissent les yeux et qui se bouchent les oreilles. Donc après, effectivement, il faut travailler là-dessus. Et puis, sinon, autrement, ce que je dirais, c'est tout ce qui est en rapport. On a des coups de boutoir en rapport avec l'actualité, ce que je disais tout à l'heure, hein, et notamment avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Là, on voit très bien qu'on est questionné. Un matin, des fois, on nous dit, vous pouvez nous rappeler ce qui se passe, pourquoi un tel. Et on voit bien que de la part de certains élèves, ils attendent qu'on fasse où sont les gentils, où sont les méchants, où sont les blancs, où sont... Voilà. Et quand on ne fait pas cela, et qu'on parle du Hamas comme d'un groupement terroriste, on voit très clairement, dans les regards, les élèves se regardent entre eux, que sans doute, hélas, on est taxé de profs islamophobes. Donc ça, c'est un manteau que de temps en temps, on est obligé d'endosser, qu'on assume, tant pis, mais on continue à porter un discours qui se veut être le plus neutre possible, c'est-à-dire qu'on présente tous les champs qui permettent d'étudier la situation. Et puis, bien sûr, il y a la question du refus du dessin, la question du refus de la musique et du chant. Alors nous, dans notre lycée, on ne l'entend pas trop, ça passe pas trop, mais ça peut arriver. Et je terminerai par deux choses, si vous me permettez, si j'ai encore un petit peu de temps. C'est la question du voile. Alors le voile, nous, donc, on a eu des jeunes filles qui, une fois passé la porte vitrée du lycée, qui étaient toujours dans l'enceinte, remettaient le voile aussitôt. Et un jour, j'en ai interpellé une, elle allait passer la grille, je l'arrête et je lui dis « Excusez-moi, vous savez pourquoi je vous arrête ?» Elle me dit « Non. » Je dis « C'est à cause de ce que vous avez sur la tête. » Et elle me dit « Vous pouvez dire que c'est un voile islamique. » Mais je dis « Moi, je n'ai pas à savoir ce que c'est. Mais vous savez que vous n'avez pas le droit à le porter. » Et ce qui est intéressant, c'est que la jeune fille qui était à côté d'elle a pris sa défense. C'est-à-dire que souvent, et c'est la même chose, là je viens au port du voile dans les sorties, quand les collègues viennent nous voir en disant ce matin ça a été encore compliqué, une jeune fille portait le voile, a refusé de l'enlever, etc., le professeur doit non seulement gérer tout le groupe, il est en responsabilité du groupe, mais en plus il doit gérer une tension avec l'élève et avec ses camarades qui sont solidaires de l'élève. Donc vous voyez, tout ça c'est des tensions qui existent. Et enfin, on a eu un cas intéressant mardi dernier. Et là, effectivement, la loi ne nous a pas trop aidés, mais elle est comme elle est. Un professeur demande qu'il y ait des intervenantes extérieures pour présenter le DUT Gestion Entreprise Administration. Donc, il demande à deux étudiantes, deux personnes, de venir. Je pense qu'il ne savait pas qui allait venir. C'était 2 étudiants ou 2 étudiantes. Et là, arrivent dans le lycée 2 jeunes filles complètement en noir, avec un voile noir, donc vous savez, c'est le modèle jeune femme iranienne, sans le visage quand même découvert. Donc, la proviseure se trouve nez à nez avec ces jeunes filles, elle est face à des adultes, et donc elle les laisse passer. Et puis après, discussion, on en discute et dit alors moi je cherche, parce qu'on cherche beaucoup les textes, n'est-ce pas François, on cherche beaucoup les textes. Donc je cherche et je vois justement le vademecum qui nous est très très utile. Et là je me tourne vers M. Sexig, merci beaucoup. Donc la fiche 22 et 23 nous dit non, il n'y a pas de problème, elles pouvaient rentrer puisqu'elles ne font pas acte d'enseignement. Et donc, c'est des adultes qui venaient faire une présentation. Mais moi, quand même, je me disais, elles sont dans la classe, quand même. Elles sont devant des élèves. Et donc, j'ai trouvé un rendu d'une cour d'appel de Lyon, une cour d'appel administrative, qui avait débouté 2 mères d'élèves à qui on avait demandé d'enlever un voile parce qu'elles intervenaient dans une classe. Vous voyez, c'est comme ça, on travaille comme ça. Et donc, j'écris à notre référente, notre hyper d'histoire-géographie, donc je lui écris, je lui expose la situation, Madame Ferraggian, qui me répond quasiment aussitôt et qui me dit, écoutez, en l'occurrence, votre chef d'établissement a bien fait, parce qu'effectivement, comme ces jeunes femmes ne font pas acte d'enseignement, contrairement aux 2 mères d'élèves dont vous me parlez, là, avec l'histoire de la cour d'appel administrative de Lyon, elles peuvent entrer avec cette tenue dans l'établissement. Alors, ça veut dire que pour nous, tout le travail est à refaire, je dirais. Vous savez, c'est Sisyphe qui est en bas de son rocher, qui dit, son rocher est retombé, il dit, je prends un café, et puis je recommence à remonter la pierre. Nous, on recommence à monter la pierre le lendemain. Parce que, bien entendu, on va nous dire, mais attendez, madame, là, j'ai vu entrer dans une classe
des jeunes filles, on ne sait pas si ce ne sont pas des élèves. Parce que les élèves de terminale et des élèves qui sont en première année de GEA, ils ont 1 an d'écart. Et donc, il faut la recommencer. Alors peut-être qu'il y a une petite faille et qu'on pourrait être plus au clair, je ne sais pas, je me permets juste de faire une proposition, mais être plus au clair là-dessus et dire que quand un intervenant vient dans une classe, on lui demande de ne pas porter de signes religieux. Je ne parle pas là des parents d'élèves hein, qui vont intervenir dans un conseil de classe, c'est différent, mais parce que nous, ça nous met quand même en porte-à-faux. Voilà, j'arrête là, il y aurait d'autres cas, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Peut-être qu'on va donner la parole à la salle. Peut-être que justement Alain Sexig voudrait répondre justement à ce que vous venez d'expliquer. C'est dommage que mon amie Sophie Ferraggian ne nous ait pas appelé. On est en contact assez régulier parce qu'on aurait pu discuter de ce cas dont vous venez de parler. Et je ne sais pas quelle est la version du vade-mecum que vous avez consulté, mais l'arrêt de la Cour administrative de Lyon de juillet 2019 ou d'août 2019, j'ai un petit doute tout d'un coup, figure dans le vade-mecum. Nous l'avons reprise et dans plusieurs fiches, à minima 2 fiches. Bien sûr, ça ne nous a pas échappé tout ça. Et je pense que dans le cas précis, on pouvait arguer que ces étudiantes venaient dans une relation pédagogique avec les élèves. Elles venaient parler donc d'une formation. Elles donnaient une information, certes, ce n'était pas une formation à proprement parler, mais elles étaient dans une relation pédagogique qui, à mon sens, justifiait qu'elles ôtent leurs signes. Là, on aurait pu en parler. On aurait pu en parler. Eh bien, on en reparlera. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons commencé la table précédente en parlant de sanctuarisation de l'école. Est-ce que justement une vraie sanctuarisation ne permettrait pas d'éviter ce qui s'est passé, hein, l'exemple que vous venez de donner, madame? Et je pense qu'il faudrait peut-être être plus ferme sur cette notion de sanctuarisation. L'école est un lieu particulier. Dans ce lieu particulier, on se comporte d'une certaine façon. Bon, ça c'est le premier point. Je reviens sur autre chose. Vous avez dit au départ, Madame Maréchal, il ne faut surtout pas discuter de la validité du savoir d'une croyance. Bien évidemment, à chaque fois qu'on rencontre cela, mais il y avait quand même une façon de contourner ça. Quand l'enseignement des matières sont des matières bien précises, scientifiques, démontrées, raisonnablement avancées et autre chose, on n'est pas dans des systèmes de croyances. Et c'est ça qui est assez important. Et je rebondis aussi par rapport à la table précédente. L'introduction de cette notion de fait religieux. On sait très bien que M. Régis Debray a utilisé ce terme, et il l'explique lui-même, je ne peux pas parler de religion, on ne va pas parler de religion. Et pour faire passer la pilule, il a utilisé ce terme de pseudo-sociologie de fait religieux. Et moi, je pense qu'il fallait absolument s'opposer à l'introduction, au fait que l'on parle de faits religieux, au moins jusqu'à la terminale. C'est un domaine qu'on ne peut pas aborder, c'est un domaine qui s'aborde après. Alors, vous allez me dire, comment fait-on? Mais on avait la solution. Les croisades, on est obligé de parler de l'islam. Les guerres de religion, on parle de la réforme. La Révolution française, on parle de la constitution civile du clergé. Le jansénisme, Pascal, le jansénisme, on est obligé d'en parler. À chaque fois, on est dans une situation très contextuelle, historique, en relation avec une matière, et c'est annexe, ce n'est pas un objet en soi. C'est un objet qui apporte un complément d'information, de culture, un enseignement qui complète quelque chose. Je reviendrai sur une autre question. Vous avez abordé aussi la question, rejet de la religion, du cléricalisme. Et je vais rattacher ça à la question de neutralité. C'est bien sûr un rejet. Et l'usage du terme de neutralité, qui doit être qualifié, neutralité par rapport aux religions. Mais nous le savons très bien, la philosophie politique de la République n'est pas neutre,
puisqu'elle considère que la question de la souveraineté est issue du peuple, que la loi est issue du peuple et qu'elle ne peut pas être issue d'une dimension de transcendance extérieure, une hétéronomie qui existerait en dehors de la République. Donc cette question, effectivement, c'est plus que du rejet, c'est une différence fondamentale, structurelle, philosophique importante entre la façon dont la République conçoit la souveraineté issue du peuple et la façon dont elle pouvait être conçue sous la monarchie. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être très très pointu sur ça. Et c'était pour terminer sur la notion de neutralité. Bien sûr, il faut une certaine dose de neutralité, mais faisons attention. C'est une notion piège, cette notion de neutralité. C'est un piège si elle n'est pas qualifiée. Merci. Quand je dis on s'appuie sur tout ce qui est démontré, on part en fait généralement dans nos cours en disant, moi je le dis clairement, on ne peut pas en mettre dans nos classes sur un pied d'égalité la croyance et le savoir démontré. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en mathématiques. Quand un élève dit à un professeur de mathématiques le concept d'infini, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que seul Dieu est infini, ben non, là on n'est pas d'accord. Et on étudiera le concept d'infini en mathématiques, quand bien même certains d'entre vous pensent que seul leur Dieu est infini. Alors après, ce n'est pas forcément facile, je suis d'accord avec vous. Et c'est là qu'on peut avoir peur en sortant de la classe. Mais c'est ça que je voulais dire, monsieur. Et on est entièrement d'accord, entièrement. Merci, madame. Pardon. Oui, monsieur, très brièvement, puisque je reprends la parole, je voudrais soumettre à Stéphane une information venant du chercheur Bentolila, le prénom vient de m'échapper. Alain, qui très précisément attribue le passage à l'acte de certains jeunes complètement aliénés, et là on a raison, par le stato-consumérisme. Il n'est pas simplement consumérisme, il descend de l'État, le consumérisme. Ce n'est pas comme ça. Et ce constat de Bentolila est de dire que le passage à l'acte, la violence instrumentalisée par le ministre de l'Intérieur par le mot confus de sauvage. Vous voyez, ce qui n'a rien à voir avec le sauvageon, vous vous souvenez, d'il y a X. Il constate que lorsque les élèves, à tout niveau et quel que soit privé, public, sortent du primaire, sinon de la maternelle, pardon, ils ont à leur disposition entre 250 et 300 mots. Il me semble que le primaire galope après ce retard, court après ce retard, un peu comme nos collègues professeurs de langue qui sont de vrais héros de la République, puisqu'ils doivent d'abord réapprendre le français à leurs élèves pour ensuite oser la littérature espagnole, allemande. Donc ma question, Stéphane, c'est de dire que dans votre liste que je trouve épatante, est-ce qu'il n'y aurait pas comme priorité nationale cette idée que si les fondateurs de la laïcité républicaine ont eu cette crédibilité, cette aura, tout ce que vous voulez, c'est parce qu'ils maîtrisaient à chaque instant la clarté de leur vocabulaire. N'oublions jamais que la loi de 1905 procède d'un personnel politique, Buisson, Jaurès et Briand, bien sûr, qui maîtrisaient les humanités gréco-latines, qui sont des véritables laboratoires de distinction sémantique. Lorsqu'on ne confond pas magister et dominus, mais on fait gagner des années à nos étudiants, sinon aux citoyens. C'est ça la question. Est-ce que, par ce biais-là, quantitatif, nous ne pourrions pas, on le disait dans un excellent colloque dans ces murs, enfin reparler le républicain? Comment avancer si nous parlons avec le vocabulaire des cléricaux, comme le président de la République l'a fait dans un endroit où il prétendait parler de la laïcité, alors que ce qu'il appelle son œcuménisme, ça n'est que l'arôme spirituel du vivre ensemble. Bon, je pense qu'il y a d'autres... Cédric Biel, professeur histoire-géographie en collège. Le collège, c'est un maillon essentiel, membre de VCL.
je voulais juste revenir sur les contestations, en parlant des contestations qui sont diffuses, voire même parfois peut-être invisibles. C'est-à-dire les élèves qui ne se présentent pas le jour du cours. Je prends un exemple. Et qu'est-ce qu'on peut y apporter? Je ne sais pas si notre inspectrice est toujours là. La réponse institutionnelle, parce que ça dépend du chef d'établissement aussi, c'est compliqué. Moi, il y a quelques mois, j'ai fait un cours en 6e de MC sur la laïcité. Je parle de Samuel Paty, de ce qui s'est passé. Et en document amorce, je prends une vidéo qui était sur le site web du Monde, qui explique un petit peu tout ça. Et c'est l'entrée pour démarrer sur la séquence. Et c'était en fin de cours. Et je dis, demain, on va reparler de tout ça et on va étudier la laïcité. Bon. Et en fait, à la fin du cours, j'ai une petite élève qui manifestement était, je pense, sans faire de déterminisme, musulmane, qui me dit, monsieur, ce que vous avez diffusé, donc la vidéo tirée du site web du Monde, m'a interpellé. Elle n'a pas dit ce mot-là, hein, bon, voilà. Et je ne serai peut-être pas là demain. Je ne serai peut-être pas là demain. Alors là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Parce que moi, je ne suis pas dans un collège qui craint, entre guillemets, pour parler comme ça. Je suis en périphérie de Lyon, dans une zone périurbaine. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? J'ai beaucoup de retours aussi de collègues qui sont dans des sections plus chaudes autour de Lyon, où là, carrément, il y a des contestations. Mais là, je dirais que pour beaucoup de collègues, on peut être face à ça, c'est-à-dire une situation de l'élève ne va pas venir. Et qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Moi, le lendemain, j'étais tout de suite voir ma chef à la fin de l'heure. Et le lendemain, j'ai tout de suite été voir, est-ce qu'elle sera là? Est-ce qu'elle était là? Elle était là. Heureusement, parce que j'ai discuté un peu avec elle, je pense que j'ai rattrapé le truc. Mais qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on fait si c'est récurrent? Voilà. Par rapport à la question de monsieur, en classe, je termine ma séquence sur où j'explique de manière assez simple les 2 premiers articles de la loi de 1905, pour être plus précis, les 2 premières phrases des 2 premiers articles. La République, etc. Classe de 3e. La République, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la République? C'est qui, c'est quoi? C'est Macron, monsieur. Voilà la réponse que j'ai. Donc c'est une façon de vous répondre. Effectivement, il y a un manque de compréhension, de vocabulaire, qui fait que les transmissions un petit peu subtiles et complexes bloquent. Hein. Voilà. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question. Mais... Et sur la question de... Alors vous allez me dire, mais il caricature... C'est du prof bashing, mais non, en fait, les profs n'y sont plus rien, quoi. Je veux dire, on sait tous aujourd'hui que dans la société française, la parole de l'école, elle est concurrencée par d'autres formes de parole, d'autres formes de savoir. Les profs, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je constate, je suis extérieur à l'école, je pose comme question à des élèves en classe de 3e, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Saint-Barthélemy? Et très souvent, il y a 1 ou 2 élèves qui lèvent la main, et pas plus. Je ne leur demande pas de m'expliquer ce que c'est. Est-ce que vous en avez entendu parler? Voilà. Donc peut-être que j'ai pas de chance, hein. Peut-être qu'à chaque fois que je tombe dans une classe, je tombe sur des classes particulièrement en difficulté, mais je ne crois pas en fait. Après, je sais qu'il y a des biais, je sais que quand on arrive dans une classe, je n'ai pas l'étiquette prof d'histoire, je demande à des élèves de réinvestir des connaissances alors qu'ils ne sont pas en contexte, donc c'est plus difficile cognitivement parlant. Mais quand même, quoi, la Saint-Barthélemy. Voilà. Sur la question de la rationalité, une autre anecdote. En classe, dans un lycée professionnel, j'essaye d'expliquer de manière transversale que très souvent, les lieux de culte ont été construits les uns par-dessus les autres et qu'il y avait parfois plusieurs religions qui se succédaient. C'est ce que prouve l'archéologie. Donc, je donne plusieurs exemples, des exemples occidentaux, les cathédrales, et puis l'exemple de la Mecque. Et j'ai un élève qui m'interpelle et qui me dit « Mais non, ce ne sont pas les premiers musulmans, monsieur, qui ont détruit les idoles à la Mecque, c'est l'archange Gabriel. » Et je lui ai répondu, je crois que tu te trompes, je crois en fait que c'est une mythologie qui sert peut-être à représenter les choses de manière métaphorique, mais je pense que tu te trompes. Et j'ai ajouté, en disant cela, je n'ai pas l'impression, j'ai même la certitude de ne pas, de ne pas aller à l'encontre de ta foi, parce qu'on peut tout à fait concilier rationalité et foi. Donc jusque-là, l'élève était sidéré, hein, il était fébrile, mais pas agressif. Il était vraiment interpellé par ce que je disais. C'est pas pour ça que je vous raconte l'anecdote. C'est tout simplement parce qu'à la fin du cours, j'ai l'enseignant qui était présent et qui me l'a reproché. Monsieur Rousseau, est-ce que vous n'avez pas été au-delà de votre fonction? Je dis, excusez-moi, moi je pensais que l'école de la République était fondée sur la rationalité. Je me suis trompé. Vous voyez?
avec le théâtre, on arrive à faire que des jeunes de 3e, même de 5e, puisqu'on a eu cet exemple-là, même des jeunes qui sont dans des quartiers de politique de la ville et au lycée professionnel des Mureaux, qui ont même du mal quelquefois à lire, se confrontent à un langage qui est celui, par exemple, de Jean Jaurès, d'Aristide Briand, ce langage qui est un langage du 19e siècle, en fait, et qui est véritablement d'une richesse incroyable, et que ces élèves arrivent à se confronter à ce langage et arrivent à poser des questions sur savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire quand Jaurès parle des voiles des navires qui glorifient les terres, les mers et les livres, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et donc, à partir de ça, on arrive avec le théâtre à ce qu'il soit susceptible justement de s'approprier un langage qui est tellement différent de ce qu'ils ont habituellement qu'ils rentrent dans ce que moi j'appelle un espace culturel intermédiaire. Et que c'est cet espace culturel intermédiaire. Alors, j'ai bien entendu tout ce qui s'est dit sur le fait que tous les problèmes qui ont été évoqués. Mais souvent, par exemple, pendant 3 ans, on est intervenu au lycée professionnel des Mureaux. Et à chaque fois que j'arrive, il y a les enseignants, le proviseur qui vient me dire « Oh là là, on a eu tel problème avec la baya, etc. Heureusement que vous êtes là pour mettre un petit peu d'autre chose. » Ça veut dire que ce qu'on fait, ça ne va pas complètement révolutionner. Mais on arrive quand même à faire qu'avec un groupe, une classe, un groupe de 10, 20, 30 élèves, ils se confrontent à ce langage et qu'ils arrivent à avoir un autre niveau de réflexion. Donc, et par exemple, juste pour terminer, le discours de Jean Jaurès, il ne se passe pas au même niveau que les autres. Je ne sais pas si vous avez une idée de la façon dont parlait Jean Jaurès pendant ce débat sur la laïcité. On parle par exemple des jours fériés, on parle du costume religieux dans la rue, des choses très pratiques. Lui, il se situe à un niveau incroyablement philosophique et bien au-delà de toutes ces considérations. Quand il dit l'humanité un jour dans les étoiles ira loger sans équivoque et sans ambiguïté, parce que notre génie a déjà eu cette audace. Elle s'envolera vers les hauteurs de l'espace, etc. Il est ailleurs. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'association Laïcité en 2018, on a transformé le discours de Jaurès en une chanson avec des alexandrins. Et à chaque fois qu'on travaille avec les élèves, vous l'avez vu un petit peu, ils s'emparent de cette chanson, et notamment, ils la disent, pour certains, en rap. Et avec ce langage extrêmement riche, et le fait que ce soit dans le rythme et dans le rap, ils se l'approprient complètement. Voilà, c'est cet exemple. Et j'insiste beaucoup sur cet espace qu'on leur offre, qui est un espace culturel intermédiaire, pour revenir à Winnicott et l'espace potentiel, qui est une façon de passer d'un niveau, d'un moment social à un autre moment. Et donc, c'est cette richesse qu'on arrive à faire passer. Ça ne veut pas dire qu'on résout tous les problèmes. C'est peut-être une goutte d'eau, mais on y arrive quand même. Je pense que, notamment parce qu'il y a des réseaux sociaux, et notamment ça a été évoqué parce que des enfants y font référence, des élèves y font référence, et ça dépend du niveau scolaire sans doute plus encore à l'université, qu'il ne faut pas raisonner uniquement comme si la France était isolée du reste du monde, y compris sur les questions de laïcité. Jean-Pierre Martin nous a dit ce qui se passait en Belgique, mais quand on regarde les textes européens, dans les États membres, il y a la majorité d'États membres où il y a des cours de religion à l'école. Et ça a des conséquences par rapport à la façon dont peuvent aborder les questions un certain nombre d'élèves, parce que à travers les réseaux sociaux, il y a toute une série d'informations vraies ou fausses qui passent. En plus, il a été fait référence aux frères musulmans et au CCIE, qui est effectivement le prolongement européen qui a remplacé le CCIF dissous en France et qui a intégré complètement les institutions communautaires.
au point où il est financé par les institutions communautaires aujourd'hui. Et à travers toute une série de dispositions, il y a des conséquences de ce qui se passe au niveau communautaire, au niveau européen, comme de ce qui se passe dans les autres États membres, y compris chez nous par rapport, y compris aux questions de laïcité. Donc je pense que dans notre réflexion globale, alors pas par rapport à tel ou tel événement que vous avez, qui se passe dans telle ou telle école, ou dans tel ou tel lycée, ou dans tel ou tel collège, mais plus globalement, je pense qu'il faut qu'on apprenne à élargir, parce que sinon, la France, le village gaulois de la laïcité, risque de se trouver complètement noyé dans ce qui a été dit par rapport à la mondialisation, les problèmes géopolitiques d'aujourd'hui, les événements extérieurs qui arrivent dans les lycées. Il a été fait référence au 7 octobre, etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde la question de beaucoup plus largement, d'autant plus que ce qui a été dit enfin par rapport à la Belgique, à savoir que par rapport aux problèmes concrets qu'on rencontre dans les établissements scolaires en Belgique, la France sert un peu de modèle du point de vue de ses lois et tout. C'est vrai dans d'autres pays européens aussi, alors avec des différences. Et en plus, nous avons tous en commun au niveau européen la liberté de conscience et la liberté de penser, qui est le fondement même de nos grands droits fondamentaux au niveau international, sur lesquels on peut s'appuyer pour expliquer justement, sans éventuellement commencer par disant vive la laïcité, mais en commençant par nous avons tous en commun la liberté de conscience, ce que ça implique, y compris du point de vue de la liberté de religion. Je pense qu'on a là un travail tout à fait essentiel à faire. Donc, est-ce que ces questions-là sont abordées aussi dans la formation notamment? Alors c'était un peu la table ronde d'avant, mais est-ce que ces questions-là sont abordées dans la formation, dans les débats, dans ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale, à quelque niveau que ce soit? J'ai l'impression que c'est très, très, disons, absent de toute réflexion. Effectivement, il y a une sorte de convergence entre, d'une part, l'offensive des frères musulmans en Europe, en particulier au sein des institutions bruxelloises, donc le Conseil, le Parlement, mais une convergence aussi avec la conception qu'a le monde anglo-saxon de ce rapport à la laïcité ou à la neutralité. Et depuis les différents élargissements, surtout ceux du milieu des années 90, ce sont les pays anglo-saxons qui sont majoritaires aujourd'hui au sein de l'Union européenne, même si on a l'impression qu'avec le Sud méditerranéen, c'est plutôt les pays avec un héritage catholique. Mais c'est l'influence anglo-saxonne et protestante qui s'est imposée en Europe, et ce n'est pas sans conséquence sur cette difficulté à agir. D'autant que, et là c'est la dernière partie de votre intervention, je vais me pencher vers mon voisin. Donc je parlais de cette convergence entre le monde anglo-saxon plus puritain, très, très marqué aussi par une forme de culpabilité que l'on voit à l'œuvre dans la question qui est posée de la laïcité ouverte ou fermée, inclusive ou exclusive. Et c'est un débat qui a son importance aussi parce qu'il dénature ce qu'est la laïcité, d'autant que les jeunes générations sont davantage influencées par le monde anglo-saxon et par cette vision multiculturelle ou très d'une société qui est habitée par la diversité et qui oublie peut-être le sens des mots. S'engouffre finalement dans cette brèche mais le monde juridique, parce que il y a une tendance à vouloir en appeler à la justice. Un seul exemple, il y a 3 mois, l'école supérieure, la haute école, comme on l'appelle à Bruxelles,
Ah, voilà, encore un exemple. Donc l'école qui forme les futurs maîtres, donc les instituteurs et les professeurs du collège, a fait l'objet d'un arrêt du Conseil d'État, donc la Cour constitutionnelle, en faveur des élèves qui étaient adultes, et c'est la raison pour laquelle la Cour constitutionnelle a estimé que ces élèves avaient le droit et pouvaient porter le voile contre l'avis de leurs professeurs. Mais ces étudiants vont être aujourd'hui diplômés, vont essaimer et vont arriver dans les écoles bruxelloises avec leur voile sans qu'une législation ait été adoptée entre-temps. Donc c'est compliqué. Et effectivement, le poids de... Peut-être que certains minimisent le poids de ce frérisme, de cette confrérie musulmane qui a toujours fait de l'école sa cible numéro 1. C'était même l'objectif premier des frères musulmans en 1928. Et je pense qu'on ne peut pas le marginaliser. Et dans notre livre, par exemple, je pense que on donne la parole à des professeurs de confession ou de culture musulmane. C'était les professeurs les plus menacés. Ce sont les seuls qui ont reçu des menaces de mort directes. Et si on a aussi écrit ce livre, c'est pour ces parents, ces élèves, donc, je répète, de culture ou de confession musulmane, et tenter de les émanciper de la ghettoisation et des griffes de ces frères musulmans qui sont tellement puissants. Et ne pensez pas que j'en fasse une obsession. Je pense simplement être assez au courant et assez lucide sur le poids qu'ils ont dans nos sociétés. Merci. Merci à tous. Merci pour vos interventions très riches. Merci pour vos questions. Voilà. Il me revient la clôture de ce colloque. Donc avec des merci, bien sûr, merci à nos deux associations, merci à Vigilance Collège et Lycée et à Égal qui ont permis la préparation de ce colloque. Merci bien sûr très 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 chaleureusement à tous les intervenants, parce que ce n'est pas facile de tenir la barre, le micro, et au médiateur, même à Marc, que j'ai un peu charrié tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important de tenir le temps, vous le savez. Alors, juste pour vous dire que vous savez bien que moi, mes conclusions ne ressemblent pas à des conclusions, parce que je ne vais pas répéter tout ce que les uns et les autres ont fort bien dit, ni dire « Ah bah cette question, elle était hyper intéressante ». Donc, ce n'est pas du tout cela. Je vais donc vous dire que tout le monde s'est fort bien exprimé, et c'est le petit clin d'œil à la langue française, parce que c'est vrai, je pense, que la base de tout ce que l'on est en train de raconter, c'est quand même le niveau de la langue française que chacun ou chacune possède, et ce n'est pas toujours évident. Mais je voulais quand même vous dire que j'ai beaucoup apprécié la deuxième table ronde, et je vais vous dire pourquoi je finis par la première, parce que les exemples concrets et les réponses possibles, c'est très important. Ça nous redonne un peu des idées, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et merci à monsieur pour la Belgique, qui s'inspire de la France, mais quel bonheur! Parce que quelquefois, nous, en France, on déprime. Mais de savoir que l'on pourrait servir de modèle, ça nous redonne du peps. Donc, merci. Et pourquoi j'ai décidé de finir par la première table ronde? C'est parce que les associations Égal et Vigilance Collège-Lycée se sont beaucoup interrogées toute l'année et ont donc bien travaillé sur l'état des lieux de l'application de la laïcité dans les écoles, collèges et lycées, et sur les pistes d'amélioration qu'il serait important d'envisager, même à très court terme. Donc le colloque qui se termine va compléter, parce que j'ai noté quelque chose, et évidemment les personnes qui travaillaient déjà vont continuer à travailler, pour finaliser une série de propositions qui se veulent pragmatiques, réalistes et cohérentes pour améliorer, consolider ou développer les différents dispositifs mis en place, ou parfois compenser les carences constatées sur le terrain par les acteurs de l'éducation nationale, ou intervenants bénévoles, même si on a de très bons niveaux,
sur la réserve, dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale ou d'autres associations laïques. Alors, je vais quand même juste vous citer quelques actions que nous avions notées et quelques-unes que j'ai rajoutées. Et bien sûr, c'est presque notre copie que nous allons rendre. Et cette copie que nous allons rendre, puisqu'il faut bien commencer par la fin, c'est que nous allons la faire passer au ministère de l'Éducation nationale. Donc Maryse Carrère, que vous n'avez pas vue aujourd'hui, est bien sûr d'accord pour nous aider à prendre ce rendez-vous et à nous accompagner. Ensuite, au niveau du Sénat, il y a la commission des affaires culturelles et de l'éducation, dont j'ai été vice-présidente. Pierre Ouzoulia, qui n'est plus avec nous, en fait encore partie, et aussi d'accord pour porter ce travail. Et nous trouverons bien à l'Assemblée nationale des personnes qui veulent nous aider. Donc, je vous cite quelques actions. La pérennisation du plan de formation laïcité et valeurs de la République pour les personnels de l'éducation nationale, parce que tout à l'heure, on a entendu parler des AED, des AESH et plein d'autres personnes. Donc, il n'y a pas que les profs, il y a toute l'équipe éducative dans son ensemble, voilà. Rendre obligatoire une équipe de référents VALREP, donc valeurs de la République et laïcité, dans tous les collèges et lycées. Donner aux enseignants des outils pratiques, même s'il commence à y avoir un certain nombre de choses, des valises, des sites, EduSchool, voilà, je sais que je le dirai à l'envers, donc EduSchool, etc., on doit continuer. Évaluer le respect des lois et directives du ministère de l'Éducation nationale par une commission d'enquête ou une mission d'information parlementaire, ça je pense que c'est important aussi, parce qu'on fait des lois. Quand je dis on, là, je me sentais concernée, j'en ai voté quelques-unes. Je pense qu'en effet, le rôle des parlementaires, c'est d'évaluer la loi. Parce que souvent, on rajoute et on refait des lois, quel bonheur, on se fait plaisir. Mais on ne sait même pas, parfois, ce qu'ont donné les précédentes. Faire signer aux intervenants extérieurs un engagement républicain afin de renforcer la cohérence de messages diffusés dans les établissements. On peut aussi le vérifier quand quelqu'un vient de l'extérieur, tout voilé, pour aller parler dans une classe. Peut-être qu'on aurait pu vérifier avant qui était invité. Lutter contre les ghettos qui encouragent le séparatisme et les revendications identitaires, rendre les moyens de signalement et de sanction des personnels qui s'exonèrent systématiquement de cet enseignement ou entravent l'application de la laïcité. Donc j'ai rajouté quelque chose qui a été dit aujourd'hui, c'est-à-dire faire des protocoles permettant de faire remonter des problèmes sans créer, parce que ça m'a bien... c'est bien rentré dans l'oreille, je vous promets, c'est pas ressorti, sans créer des isolats. Parce que je pense qu'on se décharge à N+1, et voilà. Et si N+1 ne fait pas le job pour en parler à l'équipe dans sa totalité, eh ben on est content, on en a parlé. J'en ai plus que 2. Faire de la laïcité à l'école une grande cause nationale, avec la création, pourquoi pas, d'un secrétariat d'État à la laïcité. Si on ne rêve pas, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire lors d'une conclusion de colloque. Et ne pas oublier les lycées professionnels, c'est vrai que c'est intéressant, et reprendre le côté historique et la connaissance de la loi à tous les niveaux, que ce soit au niveau des élèves, mais que ce soit au niveau des futurs enseignants, etc. Je fais un petit clin d'œil à Marika. Nous sommes allés dans un lycée à Nantes il n'y a pas si longtemps. Le proviseur s'était dit pourvu qu'elle ne parle pas de laïcité. C'était énorme, je vous jure. Il avait très peur. Il s'est dit, les deux là, qu'est-ce qu'elles vont me mettre le ouaille dans mon lycée? Nous avons vu 650 élèves, tous les premières, toutes les terminales. Et par le biais de subterfuges, nous avons quand même prononcé le mot magique, après avoir fait une frise sur les lois qui servaient à l'égalité, qui servaient à l'émancipation. Évidemment, moi, dans ma frise, je n'avais pas mis 1905, exprès. Et Marika est arrivée, et en disant, mais n'as-tu pas oublié quelque chose? Et je trouve que ça, c'est du bonheur. Donc je vais finir sur cette note de bonheur et je vous souhaite à tous un bon retour chez vous.